Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. C'est l'heure de l'interview politique d'Europe Matin. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Thierry Breton. Il a été ministre de l'économie de Jean-Pierre Raffarin. Il est aujourd'hui redevenu patron. Vous savez ce que je lui dis d'abord. Bienvenue Thierry Breton, bonjour. Bonjour. Vendredi, le président de la République va vous consulter. Et dans 8 jours, la chancelière Merkel en fera autant. Sur le thème « Comment l'Europe doit s'organiser d'urgence pour protéger les données professionnelles et privées de ses citoyens ?» Parce qu'il y a en effet urgence. Bien sûr, il y a urgence. On l'a vu durant cet été avec la révélation de l'affaire Prism. On sait qu'aujourd'hui, les données deviennent absolument un élément essentiel de notre vie quotidienne. Et donc, l'Union européenne, à l'initiative de Viviane Reding, la commissaire européenne chargée du numérique, le président en charge de l'Union, le président estonien, nous ont chargé, M. Schnabe et moi-même. M. Schnabe est le président de SAP, un Allemand. C'est-à-dire un leader européen de logiciels qui est concurrent de Microsoft. Et puis moi-même, en tant que président d'Atos, nous avons réuni autour de nous une trentaine de grands patrons de l'informatique, des technologies de l'information. Et puis, nous avons arrêté une position, ce que nous semble être une position crédible, réaliste, non naïve, à ce que l'on voit aujourd'hui dans le monde des données. On va le présenter. Donc. Google, Apple, Amazon ont un accès libre à toutes les informations qui nous concernent, même les plus intimes. L'Europe est donc à la merci des géants américains de l'informatique. Vous savez, Jean-Pierre Elkabbach, on dit que les données, c'est quasiment l'or numérique. C'est l'or noir de demain. Effectivement, nous avons aujourd'hui, lorsqu'on surfe sur Internet, lorsqu'on se comporte dans la vie quotidienne, lorsqu'on va faire ses courses dans le supermarché, qu'on paye avec sa carte de crédit, lorsque l'on consomme des films dans un hôtel, on sait tout sur nous. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on stocke toutes ces informations. On stocke. Surtout. Les Américains stockent. Les Américains, nous-mêmes aussi. Toutes les entreprises qui traitent dans ce nouvel espace, cette nouvelle dimension, en fait, j'allais dire, cette nouvelle dimension informationnelle, sont stockées dans des fermes de serveurs, des gigantesques centres informatiques qui abritent les données sur nous tous. Et on sait tout sur nous. C'est-à-dire l'exploitation de ces données, Jean-Pierre Elkabbach, va créer de l'énergie, va créer de l'emploi, va créer des... C'est une richesse et une ressource supplémentaire. Va créer un nombre incalculable de projets nouveaux. On dit que chaque année, on produit énormément d'informations et de données. La grande révolution, c'est qu'aujourd'hui, dans les 2 ans qui viennent, par exemple, on va traiter et on va créer plus d'informations qu'on en a créé depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. En fait, on double le nombre d'informations qui sont créées tous les 2 ans. Et pour ça, on les stocke donc dans ces centres informatiques. Alors, qu'est-ce que nous proposons ? Nous proposons finalement de créer désormais une sorte de Schengen des données. En d'autres termes, ce que nous voulons et ce que nous allons proposer à François Hollande et Angela Merkel, c'est que l'Europe se protège ses données, protège les données de nos compatriotes. C'est-à-dire que pour ce faire, comme on le fait pour Schengen, bien entendu, sur le continent européen, il y aura la liberté totale des données d'un pays à un autre, bien entendu. Mais en ce qui concerne l'extérieur de l'Europe, il faut que ces données soient stockées, donc traitées, processées sur le territoire européen pour pouvoir le contrôler. Que tout ce qui est européen appartienne au continent européen, pas besoin des autres pour stocker et archiver nos propres informations, c'est-à-dire notre propre patrimoine. Bien sûr que non, mais vous savez, tout le monde connaît évidemment l'espace terrestre, et puis ensuite il y a eu l'espace maritime, et puis ensuite il y a eu l'espace aérien, et ces espaces, on les a réglementés, on les a organisés. Et aujourd'hui, désormais, il y a un 4e espace, c'est l'espace informationnel. Dans ce monde de l'information, il faut aujourd'hui donner des règles. Ces règles, il faut que ce corpus de règles soit arrêté au niveau européen. Et puis ensuite, il faut pouvoir le vérifier qu'on l'applique. Et c'est la raison pour laquelle nous allons demander que l'ensemble des données européennes soient traitées uniquement sur le territoire européen. Et ça, c'est une initiative franco-allemande. Alors, c'est une initiative de vous franco-allemande. L'Amérique de Barack Obama se protège déjà elle-même. Bien entendu, elle se protège. La Chine également, qui est un très grand acteur aujourd'hui dans le monde de l'Internet, on l'oublie peut-être, se protège aussi. L'Europe ne doit pas être naïve. Il faut savoir que
que c'est les richesses de demain dont on parle, c'est évidemment la capacité de savoir tout sur nous-mêmes, je le disais tout à l'heure. Eh bien, ce patrimoine-là appartient aux Mais Européens. en quoi est-ce une richesse? Et d'abord, j'ai envie de dire qu'avec Atos, votre entreprise, vous vouliez un univers connecté. Vous êtes donc en partie coupable de ce qui nous arrive. Eh bien, en tout cas, nous sommes ceux qui, parce qu'on connaît bien le sujet, disons qu'il faut effectivement ne pas être naïf, nous protéger et protéger aussi nos entreprises et nos compatriotes. En matière d'intelligence technologique, quelles sont les prochaines découvertes et applications là qui sont en préparation et peut-être même en cours? Vous savez, Thierry Breton. D'abord, on parle beaucoup du big data, c'est-à-dire ce nombre d'informations qu'on peut mettre désormais en cohérence, grâce auquel on peut mettre de l'intelligence, on peut mettre du savoir sur nous-mêmes, sur nos comportements, sur nos désirs, sur aussi nos pathologies. Et on voit qu'en C'est-à-dire médecine, le en dossier biologie, médical de chacun de nous. le suivi informationnel de ce que nous sommes, de ce que nous avons été, va nous permettre, et c'est extraordinaire, va nous permettre d'anticiper, de mieux nous préparer à l'avenir. Et on en reviendra tout à l'heure peut-être. Ceci est un facteur très positif pour l'allongement de la durée de vie. Il y a également, bien entendu, tout ce qui concerne notre vie quotidienne, la voiture connectée. La voiture connectée, aujourd'hui, on travaille énormément avec Renault en particulier sur ces sujets. De plus en plus, la voiture va être entièrement connectée, pilotée de plus en plus du reste par l'extérieur, avec de moins en moins d'interventions humaines. C'est beaucoup plus sécurisant, mais c'est aussi des infrastructures. Ce sont des domaines absolument passionnants. Quel rapport avec le cloud informatique, avec ces réseaux? Et le rapport, c'est que bien entendu, pour ce faire, il faut stocker ces données. On le disait ce matin, j'entendais sur votre antenne, désormais 10% de l'énergie électrique est consommée dans le monde pour les data centers, pour l'informatique. En 2020, ce sera 20%. Donc on voit que ce sont des sujets qui sont absolument gigantesques. Qui évoluent, Thierry Breton, très très vite. Votre Atos a passé un accord avec le coréen Samsung. Que vont devenir bientôt les iPhones et peut-être même les BlackBerry d'abord? Eh bien, de plus en plus, encore une fois, on stocke ces données qui nous appartiennent dans ce qu'on appelle le cloud computing, c'est-à-dire une informatique qui est délocalisée, décentralisée, mais encore une fois traitée sur le continent européen, de façon à ce qu'on puisse utiliser ces données partout où l'on est, sur n'importe quel type de support. Les iPhone et BlackBerry vont disparaître? Eh bien, ils s'effacent de plus en plus vers la capacité de traitement en amont. Une anecdote ou un exemple. C'est vous qui avez assuré la sécurité Absolument. informatique aux Jeux Olympiques de Londres. Est-ce que vous serez d'abord aux Jeux d'hiver de Sochi en Bien Russie? sûr, on sera aux Jeux de Sochi, nous serons également aux Jeux de Rio. Pour vous donner pour illustrer pour nos auditeurs ce dont on parle, nous avions à veiller précisément à Londres à ce que les pirates informatiques ne pénètrent pas ce système informatique des Jeux. Pourquoi ils y venaient? Bien entendu, ils y venaient de façon assez massive du reste. Nous avons du reste traité pendant les 15 jours des Jeux Olympiques de Londres. Nous avons eu affaire à 200 incidents techniques, tentatives d'intrusion, tentatives de hackers, 200 incidents par seconde. Il y avait donc quelqu'un qui avait intérêt à essayer de pénétrer les systèmes. Plusieurs. Donc vous allez faire ces recommandations à François Hollande, à la chancelière Merkel, pour que les Européens, sans tarder, prennent une initiative européenne. Est-ce que la politique économique de la France est adaptée aux révolutions en cours dont vous parlez? On en a dit tout à l'heure un mot. Avec les investissements d'avenir, par exemple. D'abord, bien sûr, les investissements d'avenir, c'est indispensable, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est indispensable, c'est d'accroître la croissance potentielle de la France. La croissance potentielle de la France a baissé. On est maintenant à peu près à 1,2, 1,3% de croissance potentielle, c'est-à-dire la croissance que devrait avoir la France en situation normale. C'est insuffisant. On sait qu'en dessous de 1,4, 1,5, on ne crée pas d'emplois, donc il faut augmenter la croissance. Mais la croissance a connu une bonne nouvelle inattendue, les 0,5%. Ce n'était pas le paradis, mais c'était un peu de ciel bleu. Est-ce que vous croyez, vous, que François Hollande tiendra sa promesse d'inverser la courbe du chômage? Alors ces 0,5%, c'est effectivement une bonne nouvelle. Maintenant, il faut voir si l'INSEE va les confirmer. En ce qui concerne l'inversion de la courbe du chômage... Vous y croyez? Oui, j'y crois, parce que les emplois aidés vont évidemment contribuer énormément et massivement à cela. Ce n'est pas la solution finale, évidemment. Nicolas Barré le disait tout à l'heure. Je souscris à ce qu'il a dit. Le problème, c'est qu'il faut travailler plus. Il faut travailler plus dans la semaine. Il faut travailler plus également tout au long de sa vie. L'allongement de la durée de vie va de pair, évidemment, avec l'allongement de la durée de travail. J'espère que ceux qui négocient aujourd'hui les retraites sauront s'en souvenir. C'est ça, la vraie réforme structurelle. Le Premier ministre pratique le dialogue social à outrance. Les partenaires sociaux sortent de Matignon avec un mélange de récrimination, de surprise, de satisfaction. Est-ce que vous croyez qu'on va vers une vraie réforme des retraites nécessaire? Je le souhaite vivement, Jean-Pierre Elkabbach, mais je le redis, le problème, ce ne sera pas d'augmenter la CSG, même petitement. Le problème, c'est d'augmenter la durée de vie au travail. Lorsque l'on gagne, c'est formidable, un trimestre d'allongement de la durée de vie par an, eh bien oui, il faut accepter de travailler un trimestre de plus par an jusqu'en 2050. C'est pour Thierry Breton, c'est ça la meilleure méthode pour la croissance, la compétitivité et les vrais emplois. La meilleure méthode, la meilleure nouvelle,
et j'espère ce que le gouvernement va retenir. Merci d'avoir parlé de votre initiative européenne Merci. sur l'informatique. Demain, Jean-François Copé.